Est-ce que tout le monde m'entend? On va enchaîner directement pour ne pas prendre plus de retard. Ça va pour vous? Ouais. Bon, super. Allez, on va continuer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent dans cette salle Gaïa autour du sujet de l'éolien en mer. Et merci aux autres donc, qui étaient déjà là de m'accueillir pour prendre le relais d'Olivier. Donc j'invite aussi les gens donc, à soit se rasseoir, soit prendre la direction de la sortie puisque nous enchaînons directement. Donc merci messieurs, dames, voilà, pour qu'on puisse avoir un dialogue tranquille. Vers une souveraineté industrielle ou une dépendance aggravée, pardon. C'était le titre de la table ronde précédente et beaucoup d'entre vous l'ont suivi. Elle était consacrée à l'industrialisation de l'éolien flottant avec un focus sur la France. Un joli titre avec un point d'interrogation pour ce premier épisode de la matinée. Eh bien, l'épisode 2, il arrive tout de suite avec cette fois un titre bien affirmatif. Éolien en mer, produire en Europe, un défi stratégique. Là aussi, il est bien sûr question de souveraineté à une échelle européenne. Souveraineté, un mot chargé de sens, qu'on peut faire rimer avec liberté. La liberté de choisir son destin, au moins en matière d'approvisionnement énergétique, mais aussi en termes d'emploi, voire de sécurité. Avec l'éolien en mer aujourd'hui, l'enjeu c'est tout simplement la place d'une industrie éolienne européenne, longtemps leader mondial, toujours pourvoyeuse d'emplois, mais devancée, on ne va pas se le cacher, par l'industrie chinoise dans la course au gigantisme des machines. Des éoliennes toujours plus puissantes, il y en aura notamment dans le flottant, avec des parcs de plus en plus éloignés des côtes, et il y en aura particulièrement en Méditerranée, où les fonds marins plongent rapidement, ce qui interdit l'éolien posé. Cette année et début 2026, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail avec la mise en service des 3 premières fermes pilotes d'éolien flottant sur le littoral méditerranéen français, à peu près 3 fois 10 MW. De quoi en tirer un premier retour d'expérience. Nous allons voir aussi quelles sont les stratégies à l'œuvre pour avoir un maximum de contenu local européen dans les fermes commerciales de demain. La première doit se concrétiser dans 6 ans en Bretagne. Et là, on parle d'au moins 250 MW. D'autres suivront au gré des appels d'offres. Et là, on ne parle plus en mégawatts, on parle en gigawatts. Alors, nous allons voir aussi comment s'organise la coopération, notamment entre les ports du sud de l'Europe. Quelles sont nos limites? Quels sont nos atouts? On a à peu près 1h30 pour partager et échanger là-dessus. Il y aura 2 séquences. D'abord, un tour de table rapide avec nos intervenants, puis nous ferons table ouverte pour une discussion avec vous, puisque vous pourrez m'envoyer vos questions. Vous l'avez déjà vu avec Olivier sur un QR code. Je ne sais pas s'il peut se réafficher dans la salle sur l'arche. Donc il y a un QR code normalement, voilà, sur le côté. Vous pouvez le flasher et moi je reçois sur cette tablette vos questions au fil de l'eau. Vous avez peut-être vu ça sur la première table ronde. Et puis à la fin, si on est bon au niveau du timing, on pourra poser des questions à l'ancienne avec un vrai micro. Voilà. Donc j'invite à me rejoindre autour de cette table Emmanuel Vuillerme qui est en charge de la transition énergétique à Evolen et Alexio Picot qui est directeur général de Circle Group. Bonjour à vous deux. Merci. On va excuser Olivier Guiraud qui devait être avec nous pour Kermarine et qui a eu un gros empêchement de dernière minute et qui va nous manquer malheureusement puisque c'était un des retours d'expérience qu'on avait sur l'un des parcs pilotes. Donc voilà, on verra juste quelques images par rapport à ça. Et puis nous allons avoir en visio, je ne sais pas si elles sont déjà là avec nous, deux autres personnes, Xavier Guilloux de la Commission européenne, et Alexandre Frémaux qui est analyste éolien en mer à Wind Europe et qui a remplacé au pied levé Phil Cole qui est grippé. Voilà, donc ça c'est les imprévus, c'est les aléas. Donc merci à eux également d'être avec nous s'ils sont en ligne. Et ça m'arrangerait pas mal puisque normalement on va commencer avec Xavier Guilloux. Je ne sais pas si on... Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous voit, Xavier? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, je vous entends, je vous vois. Parfait. Donc vous êtes le chef d'équipe énergie marine renouvelable et planification maritime à la Commission européenne.
Depuis 2014, l'Union européenne donne un cadre commun à la planification des espaces maritimes des pays de l'Union en croisant les politiques dites transversales, comme l'environnement et la défense, avec des politiques dites sectorielles, comme la pêche ou les énergies marines. Alors en matière d'énergie renouvelable marine, est-ce que vous pouvez nous dire, Xavier, comment l'Union peut soutenir finalement deux objectifs pas évidents à concilier, hein. D'un côté, un développement rapide, massif de gigawattheures verts, si possible pas trop cher pour le consommateur, et de l'autre, un soutien à une industrie éolienne européenne, une industrie donc on l'a dit sous la pression d'une concurrence chinoise qui vise ce grand marché de l'éolien en mer, un marché qui est stable, solvable, bien balisé par des objectifs annoncés, des appels d'offres. Comment concilier ces deux objectifs, Xavier Guilloux? Bonjour à toutes et à tous depuis Bruxelles. Merci pour votre invitation, pour cet échange. Alors effectivement, comme vous l'avez indiqué, l'Union européenne a un cadre commun, une directive sur la planification de l'espace maritime depuis 2014, qui engage les États membres côtiers de l'Union européenne à adopter un plan de son espace marin depuis 2021. Donc à ce jour, 20 États membres sur 22 États membres côtiers ont rempli cet objectif, qui est structurant pour un certain nombre d'objectifs et notamment pour la filière de l'éolienne en mer. Alors, un certain nombre d'États membres, notamment en Baltique, en mer du Nord, avaient déjà une tradition, une expérience de la planification marine intégrée. Mais pour de nombreux autres États membres, il s'agissait d'un premier exercice de planification d'ensemble. Et on voit que cet outil a été développé de façon conjointe et de façon coordonnée au niveau transfrontalier, à un moment où la filière éolienne, notamment supposée, s'accélérait en termes d'ambition. Et effectivement, ces outils donnent une visibilité et une sécurité à la filière en termes d'identification de zones, alignement avec un calendrier d'appel d'offres. Et aujourd'hui, on voit que ces outils de planification à moyen, long terme, jusqu'à vision 2050, sont importants pour atteindre de façon coordonnée différents objectifs en termes de protection, conservation du milieu marin et de la transition énergétique. Pour rappel, en 2030, l'Union européenne s'est engagée à un objectif de au moins 42,5% de notre consommation totale d'énergie d'origine renouvelable, et l'éolien en mer apparaît comme une option crédible pour accélérer et contribuer à l'atteinte de cet objectif, comme vous l'avez indiqué, parce qu'il est possible de massifier autour d'un projet des volumes importants qui n'ont pas beaucoup d'équivalent dans d'autres secteurs de l'éolien. Les fermes éoliennes à terre sont de taille beaucoup plus réduite. Et pour ça, la Commission européenne, avec les États membres, a mis en place une stratégie depuis 2020 pour intégrer les différents éléments de cette accélération des énergies en mer, à la fois via des coordination sur la planification des réseaux nécessaires bien en amont, sur le développement d'outils financiers et d'accompagnement, sur la recherche et l'innovation orientée sur les technologies émergentes, dont le flottant. Et enfin, cet effort d'avoir une approche intégrée a été rappelé cet été. Au mois de juin, la Commission européenne a présenté à l'occasion de la conférence des Nations Unies à Nice sur les océans, le pacte européen pour les océans, et qui vise notamment à développer une politique intégrée maritime afin de stimuler l'économie bleue européenne. Et l'un des enjeux de cette commission est réellement la compétitivité et l'accès à une source d'énergie bon marché. Alors Xavier Guilloux, on va sûrement en reparler beaucoup avec Alexio Pico qui est avec nous à Montpellier. Les ports sont un ancrage territorial de l'industrie européenne de l'éolien en mer, surtout avec le flottant, puisque la question de l'assemblage, du stockage de ces objets XXL que sont les flotteurs, ça implique vraiment de préparer le terrain au niveau des ports. Comment là aussi orienter
les choix pour des retombées locales au niveau européen. Est-ce qu'il y a des choses qui sont planifiées de ce côté-là aussi à cette échelle-là? Oui, tout à fait. Les ports sont perçus à la fois comme un enjeu de décarbonation en tant que tel, comme outil industriel, mais aussi comme un élément de la chaîne industrielle pour cette filière. Il y a avec un fort appui et encouragement du Parlement européen, la Commission européenne travaille sur une stratégie industrielle portuaire et maritime qui sera présentée en quelques mois et qui mettra particulièrement l'accent justement sur les ports comme outil industriel. Euh, et cela se décline sur un certain nombre d'outils financiers dédiés aux infrastructures industrielles. Vous savez, notamment par exemple le pacte européen pour une industrie propre qui a été présenté il y a quelques semaines. Merci Xavier Guilloux. On vous retrouve un peu plus tard. Et nous allons rester à Bruxelles avec Alexandre Frémaux, donc de Wind Europe. Alexandre, est-ce que vous êtes avec nous Oui, pour tout à fait. cette Bonjour. matinée? Alors, on ne vous voit pas encore à l'écran, mais on vous entend. Bonjour Alexandre, vous êtes analyste éolien en mer de Wind Europe. Voilà, on vous retrouve, c'est bon, on vous voit. Vous êtes donc dans cette association qui se définit comme la voix de l'industrie éolienne. Et votre conseil d'administration est d'ailleurs un équilibre entre fabricants comme Vestas, Enercon, Siemens Gamesa et des énergéticiens, notamment les Français EDF Power Solutions et Engie. Alors on l'a vu, la planification de l'Union européenne et de ses pays membres sur l'éolien en mer, notamment le flottant, c'est une promesse de gigawatts dans les prochaines années. Vous allez nous faire un point d'étape là-dessus. Peut-être nous dire aussi, est-ce que l'industrie européenne est prête justement à y répondre à ces gigawatts, ou est-ce que c'est, on va y revenir aussi sur cette expression, un appel d'air pour l'industrie chinoise qui mise là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Merci déjà pour l'invitation. Navré de ne pas pouvoir être là en personne. Merci pour l'organisation. Je ne sais pas si il est possible de me montrer les slides. On peut mettre la première diapo. C'est vrai qu'on n'a pas de... J'ai pas en tout cas, moi, ici, de petits... de zappettes, à moins que ça soit celle-là. Ouais, voilà, peut-être c'est ça. Ouais. Oui, voilà, la première est passée. Vous pouvez y aller, Alexandre. Très bien. En fait, en introduction, je voulais juste prendre un peu de recul, effectivement, pour introduire cette table ronde focus sur l'Europe, faire un peu un état des lieux de où en est l'offshore wind à l'échelle européenne. Donc, on a actuellement environ 35 gigawatts d'installés en Europe. Comme vous pouvez le voir sur la carte, principalement dans les mers du Nord, principalement la mer du Nord, mais on commence à avoir des capacités installées également dans la mer Baltique. Donc ce sont les points bleus, hein, je le dis pour ceux qui sont dans la tout salle. À fait, voilà. tout à fait, merci. Oui. Tout à fait. Donc oui, les points bleus sont les capacités en ligne, les points verts qu'on distingue à peine sont les capacités en construction et les points jaunes, les capacités en développement ou dans le cadre d'appels d'offres ou dans le cadre d'autres systèmes en fonction des marchés. Donc comme je le disais, ça représente quand même un certain nombre de turbines, autour de 6000 turbines, dans plus de 140 fermes sur cette empreinte géographique. Si on peut passer à la slide suivante, pour avoir justement le focus sur le flottant. Je sais pas si ça y est, elle est là. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment pour faire le contraste avec le flottant, qui est bien entendu une technologie émergente encore, avec un certain nombre de pays qui se positionnent, dont la France, le Royaume-Uni et la Norvège, mais également certains autres pays du Sud, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, à ce jour, on a environ 200 mégawatts de capacité flottante installée à travers l'Europe. L'Europe reste un leader à l'échelle mondiale, avec, il me semble, 280 mégawatts installés à l'échelle mondiale. Les 50 mégawatts restants sont localisés en Chine principalement. Donc on parle de 32 turbines flottantes posées sur des fondations flottantes à travers l'Europe, à travers 10 fermes. Encore une fois, ici, l'idée de la carte, c'est de bien se rendre compte que l'empreinte géographique est différente. Là, aujourd'hui, on voit une pipeline de projets qui est assez importante, bien entendu en Écosse, mais également en Europe du Sud, autour de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Grèce et bien entendu de la France.
avec une pipeline assez qui est en tout cas dans une nouvelle phase de maturité. Alors justement, La statistique, oui. oui, Dites-moi. c'était peut-être justement comment vous voyez le développement, c'était peut-être les diapos suivantes, hein, sur le développement de Ouais. l'éolien flottant à l'échelle européenne, et peut-être votre analyse aussi finalement sur la façon dont la France s'y prend, hein, au regard de ses voisins européens. Est-ce que, voilà, on est dans les clous? Est-ce qu'on est plutôt exemplaire? Comment nous situer? Et je pense que c'est aussi important, c'est l'occasion de ce genre de session de rappeler que la France reste précurseur et en tout cas a fait un premier mouvement, en tout cas sur le flottant, qui est remarquable. L'unique pays qui a effectué ce genre de mouvement par des appels d'offres spécifiques pour le flottant, c'est le Royaume-Uni, qui reste, entre guillemets, la maison mère de la technologie offshore. Donc la France est très bien positionnée là-dessus, notamment avec les appels d'offres depuis l'AO5, l'AO6 qui a suivi, et bien sûr, et ça a été mentionné lors de la précédente session qui était focus sur la France, on attend avec impatience l'AO9 et l'AO10, même si ces derniers ont tendance à être un peu en retard. Attardé. Donc là, on voit Voilà, sur cette diapo vos projections par pays, hein, tout à fait, tout donc à fait. en bleu foncé, la Grande-Bretagne, Mhm. et la France en jaune. En jaune, tout à fait. Donc en fait, à Wind Europe, on travaille de manière annuelle sur des prévisions à horizon 2030 pour l'offshore, mais également pour l'onshore wind, l'éolien terrestre. Mais là, on va se focus sur l'éolien en mer, si vous le permettez. Donc à Wind Europe, on estime qu'environ 80 gigawatts à l'échelle européenne, donc ça inclut l'Union européenne et bien sûr le Royaume-Uni, sera installé à horizon 2030. Le message ici, c'est que des 37 gigas qu'on a déjà d'installés aujourd'hui aux 80 gigawatts, il y a 50 gigawatts à installer. Donc, dans les 50 prochaines années, on va avoir des installations dans plusieurs pays. Là, vous le voyez, en fait, par pays, comme vous le mentionnez. Le Royaume-Uni aura les plus grosses capacités, mais l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et la France complètent le top 5. Ce qui est important à mettre en perspective ici, c'est que l'Union européenne, mais également le Royaume-Uni, a mis en place des targets à horizon 2030, qui est une target intermédiaire avant d'atteindre les objectifs de net zéro à horizon 2050, en termes de capacité installée d'offshore wind. Xavier les mentionnait juste un peu avant. L'idée ici, c'est que Wind Europe est une espèce de mise en garde dans le sens où ces targets ne seront pas remplis à horizon 2030. On parle d'environ 130 gigawatts de targets si on consolide les targets de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Donc, il y a bien un gap de 50 gigawatts à combler si on veut atteindre les targets. Le fait est que le message ici, encore une fois, c'est qu'elles ne seront pas remplies car l'offshore wind, ça met du temps à construire. C'était également mentionné dans la session précédente, il me semble. Malheureusement, le temps entre que le projet soit attribué dans un appel d'offres et sa construction est très très long, notamment en France. En moyenne en Europe, il me semble que c'est 7 ans. En France, on parle plus de 10 à 12 ans. Donc vous imaginez bien qu'entre 2025 et 2030, on a déjà une idée assez claire de ce qui pourrait être construit dans ces 5 prochaines années. Et ça, c'est la longueur en fait, on en parle dans beaucoup de filières, la longueur administrative. Est-ce que on voit quand même une diminution de ces temps de réalisation? C'est pas une tendance qu'on voit, malheureusement. Sur le cas spécifique de la France, sur certains projets, elle a même tendance à s'allonger. À l'échelle européenne, encore une fois, je le mentionnais, c'était 7 ans. Il y a certaines choses qui doivent être mises en place, notamment au niveau des règles de permitting, qui sont notamment incitées par l'Union européenne à être mises en place par les États membres. Ceci, les États membres, malheureusement, ne le font pas. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on pousse à l'échelle européenne, mais je pense que Xavier pourra nous en dire un peu plus là-dessus également. Ok, et puis il y avait donc un petit focus sur Ouais, le flottant, hein, tout à fait. voilà, sous forme de drapeau cette fois. Ouais. Alors, malheureusement, la slide est un peu petite, j'espère que vous le voyez bien, mais oui, voilà, vu que, en tout cas, vous êtes à Montpellier, il nous tenait à cœur également d'avoir un focus sur le flottant, et là, malheureusement, également, c'est un espèce de rappel à l'ordre et un rappel à la réalité sur ce
qu'on pense quelles sont les capacités flottantes construites à horizon 2030. Donc à Wind Europe, on estime qu'environ 1 gigawatt est possible d'être construit, mais seulement si les appels d'offres sont complétés d'ici 2026. Donc là, je parle bien entendu de l'AO 9, pardon, éventuellement de l'AO 10, et aussi spécifiquement des appels d'offres britanniques. Et là, on voit deux petits drapeaux, on voit deux petits drapeaux un peu en filigrane. C'est le drapeau italien, le drapeau espagnol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas sûr qu'il soit là, ou ça veut dire qu'est-ce qu'on doit voir à travers cette présentation un peu différente? J'allais y venir. Le fait est qu'en fait, sur les marchés du Sud, la situation est un peu plus instable, dans le sens où il y a eu une grande ambition déclarée au début des années 2020, même avant, sur la technologie flottante, car je le rappelle, sur les pays, les marchés du Sud, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et d'autres comme Malte, par exemple, la technologie posée n'est pas possible. Donc, on parle uniquement de flottant, et donc les ambitions étaient grandes. Mais la première étape pour lancer un marché, c'est bien de mettre en place des appels d'offres. Et ces appels d'offres étaient prévus pour les horizons au début des années 2020. Et aujourd'hui, en 2025, on n'a toujours pas vu l'ombre d'un appel d'offres sur ces marchés-là. Donc aujourd'hui, il est très dur, au vu de la situation régulatoire là-bas, d'envisager quelconque installation à horizon 2030, malgré les ambitions politiques. Alors peut-être on verra avec Alessio quel est son sentiment par rapport à la situation italienne sur ces non-concrétisations d'annonces d'appels d'offres. Merci à vous, Alexandre. On vous garde évidemment en ligne pour la partie table ronde ouverte. Et maintenant, je me tourne vers vous, Emmanuel Veillarme. Donc, vous êtes en charge de la transition énergétique à Evolen, une association méconnue qui a pourtant 95 ans. Vous ne les faites pas. Merci. À la base, c'est le regroupement des entreprises du secteur du pétrole, des majors comme Total Energy, qui sont dans le bureau de l'association, mais aussi des fabricants de systèmes pour les plateformes offshore, pour les raffineries, de l'ingénierie. Beaucoup travaillent en milieu marin, donc ça c'est intéressant, évidemment pour le secteur de l'éolien. Et l'un de vos 4 axes, c'est la transition écologique à Evolen. Certains de vos membres travaillent sur les filières hydrogène, biogaz, et donc bien sûr éolien. Et avec l'éolien en mer, le flottant notamment, c'est une nouvelle opportunité de développement pour beaucoup de membres d'Evolen. Quel partage d'expérience, quelle collaboration espérer entre les acteurs historiques de l'énergie en milieu marin, les plateformes offshore, donc on a parlé notamment, c'est Alexandre à l'instant qui disait, voilà, la Grande-Bretagne, vraiment maison mère de tout le travail de l'énergie en mer finalement. Donc quel lien entre ces historiques de l'énergie en milieu marin et les nouveaux venus, c'est-à-dire du monde de l'éolien, qui est une filière industrielle très jeune. Faut pas l'oublier. Alors merci pour cette question et merci beaucoup aussi pour l'invitation. Alors effectivement, je dis quelques mots quand même, je suis obligé de commencer par quelques mots sur Evolen, parce que vous l'avez dit, on n'est pas forcément très connu dans ce paysage et dans cet écosystème Energaia, même si nous avons un stand, et d'ailleurs n'hésitez pas à venir passer nous voir. Donc effectivement, historiquement, c'était créé en 1930, c'était les acteurs plutôt du pétrole qui se retrouvaient là. En 1930, le paysage énergétique était bien différent de celui qu'il est aujourd'hui. On ne parlait pas encore d'éolien offshore, de filières, et encore moins d'éolien flottant. Déjà, on parlait d'exploitation en land gaz, mais onshore. Donc là aussi, il y a eu une évolution en fait, qui s'est passée de l'onshore vers progressivement l'offshore et des sols de plus en plus profonds. Aujourd'hui, on fait quand même des forages à plusieurs milliers de mètres de profondeur pour se donner des ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, notre association s'est transformée. Alors, elle existait sous un autre nom, mais aujourd'hui, on est une association multi-énergie et dont le rôle est de fédérer les acteurs de la supply chain. Nous, vraiment, c'est les acteurs français, mais il y a aussi des groupes effectivement qui sont implantés un peu partout en Europe et même ailleurs qu'en Europe, mais c'est vraiment focus supply chain. Et on s'intéresse à tous les types d'énergie,
Et effectivement, nos acteurs, peu à peu, se sont tournés vers cette thématique de l'éolien offshore. Donc on a un comité éolien offshore qui est présidé aujourd'hui par Arnaud de Villepin, pour ceux qui le connaissent, donc de Eiffage Métal, et donc dont le but c'est de mettre en musique, on va dire, cette dynamique industrielle autour de l'éolien offshore et de voir comment on peut capter ces nouveaux marchés pour nos industries. Alors, pour répondre maintenant un peu plus spécifiquement à votre question, le lien entre les historiques. Oui, alors en fait, si on regarde déjà, c'est une industrie encore qui est récente. L'éolien offshore, il y a 20 ans, il n'y avait rien ou quasiment rien. J'ai regardé juste par intérêt l'historique sur comment au début s'est déployé. Effectivement, moi je suis assez jeune dans cette industrie, donc j'ai regardé un peu, j'ai pris des petits cours d'histoire et j'ai vu que en fait c'était au Danemark que ça s'est fait. On parlait de parcs au début, les premiers parcs offshore. C'était assez amusant. On parlait de turbines de quelques centaines de kilowatts à 1 km du sol, à 1 km de la côte. Voilà, il faut voir où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vraie filière industrielle européenne qui s'est développée, qui est l'une des plus compétitives, au monde, même si, on ne va pas se le cacher, il y a quelques fragilités aujourd'hui qui ont déjà d'ailleurs été évoquées. Et en fait, cette filière, elle regroupe justement des acteurs historiques de l'oil and gas, et évidemment, c'est un mix avec d'autres acteurs pure players, on va dire, du renouvelable et notamment de l'éolien terrestre qui se sont aussi déplacés vers l'éolien en mer. Pourquoi ça s'est fait assez naturellement, puisqu'il y a des compétences qui sont transférables en matière d'ingénierie offshore. Si on prend les jackets, les monopieux, les TLP, les semi-submersibles, ça c'est des technologies qui sont issues à la base du secteur pétrogazier, offshore, et qui aujourd'hui sont utilisées dans l'industrie de l'éolien offshore. De la même manière, cette industrie, elle est capable de mener des installations en mer, à travers avec des grands navires, de faire du remorquage sur des pièces qui sont complexes, de l'inspection, du monitoring avec des objets sous-marins, des AUV, des ROV, de la connaissance des matériaux, de la corrosion, de la fatigue. Enfin voilà, c'est ce savoir-faire, il est maîtrisé dans l'industrie de l'oil and gas et il s'est naturellement transmis vers justement cette industrie qui est l'éolien en mer. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a évidemment donc, des pure players qu'on connaît tous plus ou moins, des turbiniers, en matière de fondation, on en a on en a en Europe, sur les sous-stations, sur les câbles, et également sur les infrastructures portuaires. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, l'Europe, parce que le focus c'est l'Europe, a des champions industriels qui nous permettent d'avoir, je pense, une chaîne de valeur qui est souveraine et compétitive, même si il faut aujourd'hui bien l'organiser pour éviter que, je reprends votre terme d'appel d'air que vous indiquiez, que justement cette transition énergétique et sur l'éolien en mer en particulier devienne un appel d'air vers la filière asiatique. Alors aujourd'hui, on a l'impression quand même que le secteur pétrogazier, c'est plus qu'une impression, repart. Les explorations, etc. Pendant ce temps, on entend des déclarations mitigées, il y a des annonces, il y a RTE, il y a peut-être les renouvelables, l'éolien en mer, faut y aller tranquille. Enfin, voilà, je caricature, évidemment. Comment c'est ressenti ça par les membres d'Evolen vis-à-vis de l'éolien? C'est-à-dire, pour le moment, c'est pas quand même le cœur de métier de l'essentiel des membres. Est-ce qu'on attend de voir, on est prudent, ou ok, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, il y a des hauts, il y a des bas, il faut y aller? Non, bien sûr qu'il y a des hauts, des bas. Alors vous avez évoqué des industriels, notamment des majors du secteur pétrogazier qui ont fait peut-être un chemin arrière. Effectivement, ça c'est des révisions de leur stratégie. C'est pas étranger non plus à une conjoncture géopolitique, notamment venant de l'ouest de notre continent, qui avec des paroles assez négatives, on va dire, sur l'éolien en mer. Donald Trump, pour être clair. Il ne faut pas oublier aussi que on a des grands acteurs majeurs de ce segment-là qui investissent massivement dans cette technologie. Donc moi je préfère finalement voir là-dessus le verre à moitié plein. Si on regarde deux champions français, Total Energy et Engie par exemple, aujourd'hui ce sont des grands acteurs en Europe de l'éolien en mer.
Alors aujourd'hui, la filière, il s'oriente vers ce qui est le plus mature, hein, on ne va pas se le cacher. Donc l'éolien posé représente la plus grosse partie du chiffre d'affaires, hein, ça a été évoqué. Donc là, j'ai noté 37, pardon, ça ferait beaucoup, 37 gigawatts, des gigawatts installés. Donc une très grande majorité sur du posé, sur du flottant. On est quand même, on est encore évidemment sur un secteur et une supply chain qui est en train de se construire. Hein, on en est vraiment à la naissance. Ce que je veux dire quand même, c'est important, je pense, sur le posé, sur le fixe. Il y a encore des enjeux de R&D, même si la filière est mature. Nous, on a organisé un événement à Toulon en octobre dernier, qui s'appelait International Offshore Wind Technical Conference, donc une conférence technique vraiment sur l'éolien en mer. Et on voyait qu'il y avait des enjeux encore de R&D quand on parle d'augmentation de puissance de turbines, également des sous-stations qui peuvent être de plus en plus massives. Il y a encore vraiment un travail de R&D à faire. Donc on est sur une filière mature, mais il y a des enjeux de développement encore. Et sur le flottant, on va dire que tout reste à faire. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant que je peux évoquer les... On va en parler peut-être après. On en parlera plus tard. Bon, je m'arrête là pour on va se le commencer. garder pour plus tard. Voilà. Merci à vous. Donc, je me tourne vers Alexio Pico. Buongiorno. J'essaye un mot d'italien. Je n'irai pas plus loin. Moi, je vais continuer en français, puis vous allez nous parler donc en anglais. Merci aux personnes qui assurent la traduction ce matin sur la salle Gaïa. Donc Alexio Pico, vous êtes le directeur général de Circle Group. Vous dirigez ce cabinet de conseil qui est basé en Italie, hein, que vous avez fondé il y a un peu plus de 10 ans. Circle Group est centré sur l'analyse des marchés du transport maritime, hein, de la logistique, des ports, avec une vision très européenne. On n'est pas très étonné parce que l'Italie a vraiment, depuis longtemps, comme l'Espagne d'ailleurs, hein, cette capacité à se tourner vers l'Europe, à savoir justement coopérer au niveau européen. Nous, Français, souvent, on aurait besoin de prendre quelques leçons là-dessus. Et vous êtes d'ailleurs expert indépendant auprès de la Commission européenne sur l'évaluation de projets innovants. Vous travaillez donc en faveur du développement économique des ports italiens. Il y a 2 ans, vous avez identifié seulement il y a 2 ans, le potentiel de la filière éolien en mer. Moi, ma question pour vous lancer là ce matin, c'était quoi l'élément déclencheur il y a 2 ans qui vous dit tiens, là, il se passe quelque chose? Good morning, first of all. Bonjour tout d'abord et merci beaucoup de cette invitation à cette belle conférence. Je m'appelle Alexio Pico, je suis directeur général de notre groupe. Nous sommes situés en Italie, mais nous avons également des bureaux ailleurs, dont à Bruxelles et au Portugal, par exemple. Comme vous avez dit, nous travaillons avec les ports depuis une quinzaine d'années. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, nous avons adopté une nouvelle approche vis-à-vis des ports. Avant, les ports étaient reconnus comme des hubs de connectivité, mais plus tard, depuis 2020, les ports ont commencé à être perçus comme hubs d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à penser aux carburants alternatifs, autre chose que le pétrole et le gaz, autre chose que le LNG, et petit à petit, on a commencé à penser à l'éolien en mer. Personnellement, j'ai commencé à travailler dans ce domaine avec quelques ports en Irlande il y a quelques années. Différentes technologies, certes, mais j'ai commencé à comprendre pourquoi les ports étaient si importants. Je les ai soutenus dans le sens d'obtenir un financement de l'Union européenne pour développer le offshore. De retour en Italie, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse si tardivement? Nous avons commencé à mieux comprendre l'enjeu. On a pu visiter certains ports en 2024 et on a vu concrètement ce que font ces ports pour se préparer à cette nouvelle activité. Avec quelques ports italiens, nous avons décidé donc de lancer cette plateforme qui s'appelle Offshore Wind Revolution. Et en gros, c'est un événement qui a débuté en octobre 2024 et les premières versions ont été organisées à Palerme
On a parlé du rôle des ports méditerranéens et italiens. Nous avons un comité directeur qui comprend toutes les grandes associations qui travaillent dans le domaine de l'éolien offshore. Il y a des ambassades aussi qui souhaitent aider à développer cette filière en Europe. Et en gros, ces événements ont été un énorme succès. Nous avons pu vraiment comprendre l'enjeu pour l'industrie en général. L'événement n'est pas simplement une conférence, nous avons aussi des groupes de travail où les personnes discutent et proposent comment développer la technologie, comment gérer le côté institutionnel, financier. Le marché commence à atteindre une certaine maturité. En Italie, le domaine n'est pas forcément très développé. Il faut évidemment des appels d'offres, sinon le système ne peut pas fonctionner. Alors les appels d'offres, effectivement, voilà, ça a été évoqué par Alexandre de Frémaux de Wind Europe. Pourquoi ça ne se met pas en place en Italie comme en France? On a vu quand même le niveau français, effectivement, est intéressant. On a des appels d'offres annoncés régulièrement. Bon, là, il y a un petit trou d'air, on va dire. Hein, voilà. Mais on peut penser raisonnablement que ça va continuer. Pourquoi l'Italie, après cette première annonce, n'a pas suivi? Il y a un doute? Ou il y a un problème de continuité politique? Question très difficile pour moi. Évidemment, c'est une question politique, ça va sans dire. Ce qui est clair, c'est le potentiel de l'industrie. Qu'est-ce qui s'est passé pour finir? Il y a quelques mois, le gouvernement a décidé de libérer des fonds que l'on pourra investir dans les ports en Italie. Il y aura d'ailleurs un nouveau port choisi pour notre événement en 2026. C'est un pas en avant qui est très positif. Partenariat public-privé, je parle de la Sicile maintenant, eh bien, les PPP sont prêts. Nous avons eu une visite très technique des ports en Sicile et franchement, ils investissent énormément. Nous savons qu'il y a un potentiel gigantesque en termes d'emploi. Et pour le sud de l'Italie, c'est vraiment une excellente chose. Alors pourquoi est-ce que nous n'avançons pas? Il y a un problème politique, ça c'est évident. En tant que groupe, nous espérons qu'il y aura ces appels d'offres au début de 2026. Sinon, ça va vraiment devenir un problème. Sinon, on va s'approcher des prochaines élections qui devront avoir lieu en 2027, mais qui pourront être anticipées. On espère en tout cas qu'il y aura ces appels d'offres. Tout le reste commence à bouger. On pourra en discuter plus dans le détail tout à l'heure, mais oui, nous sommes prêts à démarrer. Mais bien sûr, ce n'est pas à moi de prendre la décision. Peut-être une dernière question, Alexio, sur cette partie. Comment vous voyez une possible coopération entre les ports européens de la Méditerranée et évidemment sur le flottant, on a bien dit cette caractéristique du bassin méditerranéen? Oui, question très importante. Les porcs sont des animaux un peu bizarres parce qu'ils sont en concurrence. Ils veulent tous attirer du trafic, du fret, les passagers. Mais de l'autre côté, il est vrai qu'il y a pas mal de domaines où les ports peuvent bien coopérer entre eux, ce qui est déjà le cas. Et l'éolien offshore, c'est un de ces domaines-là. Avec l'éolien en mer, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit que notamment dans le cadre du flottant, il faut plus d'un port pour y arriver. Un port ne suffit pas.
land that is needed for Il faut donc du foncier. Les opérations sont complexes du point de vue logistique. La coopération entre ports est donc essentielle. Aussi, pour moi, pour nous, au niveau de l'Union européenne, il faut avoir une approche basée sur la coopération méditerranéenne. Il faut développer la technologie. Comme on a dit il y a quelques minutes, le marché n'est pas totalement mûr. Une coopération peut favoriser l'harmonisation et réduire ainsi les coûts. Notre expérience avec les ports, c'est qu'il faut que les ports coopèrent sur différentes thématiques. Et l'éolien en mer, c'est vraiment l'endroit où il faut une belle coopération. Les ports, en gros, sont prêts à lancer ces initiatives, sont prêts à essayer de fédérer les ports, de les réunir, en tout cas les ports avec lesquels nous travaillons, même au Portugal. Ce n'est pas vraiment la Méditerranée, mais en termes de capacité industrielle, le Portugal a un rôle à jouer. Il faut réunir les ports, il faut favoriser la coopération entre ports pour plusieurs raisons. D'abord, le financement qui est important. Financer l'innovation, financer la recherche. Si les ports peuvent travailler ensemble, tous les collègues au sein de l'Union européenne se concentrent sur le financement qui pourrait être alloué aux ports pour développer la technologie et les compétences. J'étais très heureux lors de la dernière table ronde d'entendre ce que vous faites en France en termes de compétences, par exemple. Nous avons besoin de beaucoup de financement, même au niveau du terminal d'Augusta. Au niveau du terminal, il faudra 500 personnes dans quelques années. Et ça fait beaucoup de personnes. Et je parle dans 2 ou 3 ans, il y a des compétences qui n'existent pas, qui n'y sont pas, qu'il faut des techniciens très spécialisés entre les ingénieurs et les personnes qui travaillent à la base. Merci beaucoup. Alors on devait avoir avec nous ce matin Olivier Guiraud, je l'ai dit, directeur général de Cair Marine, qui a eu un empêchement vraiment de dernière minute. C'est bien dommage parce que justement il vous aurait montré, alors peut-être j'ai une image quand même, si j'arrive à la passer, voilà. Ça c'est l'image de la semaine qu'il m'avait envoyée, qu'on peut passer à l'écran, voilà, on peut la mettre en grand si c'est possible. Donc on voit... donc c'est Eolmed, voilà, c'est trois machines, 10 mégawatts chacune, donc elle est sur son flotteur. Vous parliez d'investissement, donc là on est à Port-la-Nouvelle, qui est avec le port de Brest, on va dire le port français qui a misé le plus sur cette filière de l'éolien en mer. Donc c'est effectivement énormément d'investissements. Là pour le coup, avec également la région Occitanie qui est derrière, on voit l'importance des territoires aussi. Je pense qu'au niveau italien aussi, il y a cette vision régionale qui doit être dans votre ADN aussi, qui doit vous parler, Alexio. Donc voilà, et on va le passer rapidement. On voit effectivement 80%, c'est ce chiffre-là qui est quand même une véritable réussite. 80% des coûts de construction réalisés par des entreprises françaises, c'était le pari d'Eolmed et finalement c'est un pari tenu avec des compétences régionales également qui ont été mises à contribution. Des problématiques, on y viendra peut-être. Alors c'est vrai qu'Olivier Guiraud a pu nous en parler, mais de compétences très concrètes. Il me disait par exemple, il y a eu des soudeurs qui sont venus sur ce site. Quasiment aucun n'était français. C'était à une échelle européenne qu'il a fallu les trouver. Et la quasi-totalité d'entre eux avaient déjà plus de 50 ans. Donc là, il y a des problématiques parce que si on veut développer plus tard ces gigawatts dont on a parlé, il va falloir des gens concrètement pour les mettre en œuvre, ces gigawatts. Et là, on se dit, peut-être là, il y a un petit point de blocage. Voilà, et peut-être j'en avais une petite dernière si ça veut bien passer. Voilà, on voyait les composants. Là, je ne vais pas rentrer directement là-dedans, mais on voit aussi
le lien avec les pays. Les lignes synthétiques, par exemple, au milieu, qui viennent de Grande-Bretagne, les tours éoliennes Grande-Bretagne, les pales également, les câbles. Voilà, parce qu'effectivement, il y a un savoir-faire au niveau des câbles sous-marins de la Grande-Bretagne, c'est indéniable. Il y a vraiment tout un historique. Espagne, Chypre pour le hub de raccordement. Enfin voilà, il y a l'Italie, on voit sur la forge, la Croatie. La Croatie aussi très important sur la partie la partie métal. Donc il y a des choses vraiment qui se mettent en place. Et c'est vrai que je lui avais demandé à Olivier Guiraud, est-ce qu'on pourrait demain sur les fermes commerciales, puisque en gros Eolmed aujourd'hui finalement préfigure les fermes commerciales de demain. Ils vont répondre d'ailleurs on voit bien la collaboration là aussi, ils vont répondre avec Eni, une filiale de l'italien Eni. Aux appels d'offres qui suivent. Voilà, donc là on parle de 250 mégawatts. Non, on passe de 30 mégawatts à 250, c'est une marge supplémentaire. Et ça va servir d'expérience, mais en même temps, clairement, donc je parle à sa place, je lui ai posé la question, est-ce qu'on pourra maintenir ce 80% de contenu local et européen? Il m'a dit, pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors peut-être qu'on y reviendra, voilà pourquoi, et la vision de Wind Europe sera intéressante par rapport à ça. Mais ce côté pilote, il est prometteur, mais voilà, il y aura des limites, derrière. Donc, on va passer à notre table ronde ouverte avec vos questions aussi. Il y en a quelques-unes qui me sont déjà arrivées. Rappelez-vous, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît en haut et vous pouvez donc accéder à ma tablette qui est devant moi pour les questions qui arrivent à l'instant. Et peut-être une question pour Alexandre Frémaux qui est à Bruxelles. On revient sur un des graphiques qu'on a vu tout à l'heure de projection à 2030 et au-delà. Question, c'est pourquoi la France évolue très doucement. Donc effectivement, c'était ce qu'on voyait dans le graphique par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre. Alexandre, je ne sais pas si vous entendez ma question. Oui, tout à fait. Très, très, très intéressante cette question, mais je voulais d'abord peut-être revenir sur un point, parce que c'est vrai que les graphiques qui ont été présentés, que j'ai présentés juste avant, dépeignent un peu une image pessimiste du secteur. Vous l'avez mentionné, il y a un certain momentum qui est en train de se perdre, avec beaucoup de titres dans les journaux ou qu'on entend dans des forums de secteurs comme quoi le secteur irait mal. Il est indéniable qu'il y a vraiment on arrive à la fin d'un cycle où la situation pour l'éolien est dégradée, aussi bien pour l'éolien posé, mais malheureusement du coup par extension pour l'éolien flottant. La vérité, c'est qu'on sortait également d'une âge d'or. C'est ça que je souhaitais un peu réitérer ici et regarder derrière, notamment sur quelque chose qui avait été mentionné par Emmanuel. Quand on regarde 25 ans en arrière, le Royaume-Uni a d'ailleurs fêté les 25 ans de son industrie éolienne en mer hier, il me semble, ou avant-hier. Il y a quand même une marge de progression assez impressionnante, en passant des turbines de 2 MW à aujourd'hui 15 MW. Il faut quand même souligner tout ça, tout en étant conscient d'une situation dégradée pour le secteur. Et néanmoins, là-dessus, en tant que à l'échelle Wind Europe, à l'échelle européenne, pardon, on réitère qu'on a besoin de support pour améliorer le business case de l'éolien en mer. C'est pour ça qu'on appelle le prochain moment fort de l'éolien en mer, aussi bien pour la France que pour les pays de la mer du Nord, se passera en janvier 2026 lors du sommet de la mer du Nord organisé à Hambourg. Et lors de ce dernier, nous porterons un message de la part de l'entièreté du secteur en appelant un nouveau deal, le New Offshore Wind Deal, et à appeler justement les États membres, donc à la fois la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark
et le Royaume-Uni et la Norvège en tant qu'État partenaire à réitérer un engagement en termes de volume. Et je pense qu'en fait, c'est un peu là la clé pour combler ce retard, et à la fois le retard français que vous mentionnez dans votre première question, c'est que les gouvernements se réengagent à une régularité dans les volumes des appels d'offres et également de leurs promesses passées. On appelle dans le cadre de ce New Offshore Wind Deal au gouvernement à mettre en appel d'offres un minimum de 10 gigawatts par an à partir de maintenant pour des projets qui seront construits dans la décennie 2030, également backés par des CFD, mais ça on pourra y revenir plus en détail. Alors, sur la question pourquoi la France semble effectivement progresser très lentement sur vos graphiques par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre. Ouais. Je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et voir où la France était il y a quelques années avec les premiers AO pour les projets comme Saint-Nazaire et Dunkerque qui datent des années même plus 2020, bien avant. Donc il y a eu véritablement un démarrage au diesel finalement très lent. Là aujourd'hui on voit enfin les premiers projets avec Saint-Nazaire qui a été construit il y a 2-3 ans, Saint-Brieuc, Fécamp qui ont enfin été installés. D'autres projets encore de construction, et effectivement il va avoir un trou d'air à horizon 2028-2029, et ce dernier s'explique par justement cet arrêt dans les appels d'offres, et d'où l'importance de ces appels d'offres, que ces appels d'offres soient rapidement mis en œuvre pour éviter ces espèces d'effets start and stop comme on dit, et qui sont bien nuisibles pour la filière à la fois française mais également européenne. Alors, question ouverte peut-être pour vous Alexandre, à voir. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer comme emploi, comme type d'activité liée à l'éolien flottant, on va dire au moins en se projetant dans la décennie à venir, et qu'est-ce qu'on doit mettre de côté en se disant bon, arrêtons de rêver, là c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou sera le besoin? Oui, par exemple, ou Alexandre ou Emmanuel, pardon. Alors, j'ai pas forcément la vision la plus fine là-dessus. Moi, je m'appuie simplement sur les données qui ont été. Au niveau européen, encore moins, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a cet observatoire qui est édité chaque année, l'observatoire des énergies de la mer, et dont il y a des chiffres qui ont été rappelés, il me semble, par monsieur le vice-président en introduction. Donc on voit quand même qu'il y a aujourd'hui, j'ai noté en 2024, l'éolien en mer, c'est 8254 emplois, qui est plutôt en phase de stabilisation. C'est lié à la vie des projets. La bonne nouvelle en termes d'emploi, c'est que venant aussi, nous, de nos métiers fortement marins, on va dire, il y a du reskilling de compétences qui peut être aisément fait. Après... j'embraye sur le sujet suivant, qui est effectivement aussi l'attractivité que l'on donne de notre filière. Parce que notre filière, effectivement, on peut parler dans les emplois en tension, c'est des métiers qu'on peut trouver, en tout cas dans la construction, assez classiquement, qui ne sont pas propres à l'éolien offshore. Quand on parle de soudeur, tuyauteur, etc., c'est des métiers qui sont assez utilisés dans d'autres industries. Et là-dessus aussi, ne voyons pas la face, on est en concurrence avec d'autres filières, et d'autres filières bas carbone également, le nucléaire en est une, on en est conscient, et là-dessus il y a aussi un fort appui politique. Il y a une culture française, on va dire. Il y a une culture française, je pense plus que française, et je pense que aussi c'est la responsabilité de un peu tout le monde ici d'arriver à attirer ces talents vers ces métiers. Après, sur les volumes de quantité d'emploi, volume d'emploi, là c'est pas je vais pas avoir des chiffres à donner. Alexandre, peut-être, est-ce qu'il y a une vision sur les emplois J'allais sauter effectivement sur l'occasion pour aussi donner la perspective européenne et en fait rappeler les enjeux. Le chiffre de 8000 personnes actuellement employées par l'industrie éolienne en mer en France, il est très juste. Nous, à l'échelle européenne, on va justement publier un rapport lundi prochain sur un état des lieux et des perspectives sur le nombre d'emplois dans l'industrie éolienne de manière générale, mais avec également une sous-section sur l'éolien en mer. Et on chiffre aujourd'hui, en 2025, à 50 000 le nombre de personnes en Europe employées par l'industrie éolienne en mer. Donc c'est quand même significatif, c'est un certain nombre de personnes qui travaillent dans cette industrie qui est justement à sauvegarder. On parle beaucoup de
de transition énergétique, mais aujourd'hui, l'éolien en mer, c'est bien entendu un sujet stratégique. D'ailleurs, c'est le titre de la session. Donc, aussi une question d'emploi. Dans cette étude qui sera donc publiée la semaine prochaine, on estime à environ 150 000 au total en Europe le nombre de personnes qui pourraient travailler dans le secteur de l'éolien en mer. Et pour donner un peu la vision française, ce chiffre se décline à 11 000 pour la France en 2030. Donc 11 000 personnes, 11 000 Français qui travailleraient dans le secteur, c'est significatif et je pense que c'est un chiffre qu'on a envie de porter auprès des pouvoirs publics pour rappeler qu'il y a un vrai enjeu d'emploi et donc un enjeu peut-être de formation. Donc c'est vrai qu'on n'a pas Olivier Guiraud ce matin avec nous pour en parler parce que lui, voilà, il est passé vraiment sur le côté concret de la réalisation. Mais est-ce que vous avez une vision des besoins qu'on aurait là-dessus ? Alors là-dessus, je ne suis pas sûr que je pourrais vous répondre, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été mentionnées lors de la session précédente, notamment avec le représentant de l'Université de Montpellier. Nous, dans ce rapport, on appelle justement à une collaboration plus forte entre l'industrie et le secteur académique. Également un soutien des pouvoirs publics pour justement faciliter ce genre de partenariat. De notre côté, il y a également du travail. Le secteur de l'éolien en mer est nouveau et le secteur de l'éolien en flottant encore plus. Et donc les métiers associés, même s'il y a des redondances avec les anciens métiers de l'oil and gas qui a pu être mentionné par Emmanuel, sont à refaire. Et en fait, il y a un panel de métiers différents tel qu'il est compliqué pour des jeunes justement d'identifier des potentielles filières de carrière dans lesquelles se lancer. Ouais. Donc de notre côté, on a aussi un travail à faire. Ouais. Et travail également pour les filières plus matures au niveau énergétique, Emmanuel, puisque vous penchez sérieusement sur ces questions-là maintenant. Vous prenez la température en ce moment, donc il y a une initiative, hein, c'est ça, de retour d'expérience qui porte sur l'éolien en mer. Voilà, alors c'est pas directement connecté à ces questions d'emploi, même si évidemment à la fin il y a des connexions un peu partout, mais effectivement c'était pour indiquer, j'ai parlé un peu de la filière fixe qui est une filière mature et qui représente une grosse partie du chiffre d'affaires et qui est compétitif avec des tarifs compétitifs. Sur la filière flottante, c'est un peu différent, même si on a, je pense, pour ceux qui suivent un petit peu, été surpris, on pourrait dire, des prix de rachat, notamment des premières fermes commerciales en France, avec des tarifs d'achat relativement, en tout cas plus bas que ceux à quoi on s'attendait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a donc ces 3 projets pilotes qui ont été lancés en France, qui ont apporté des choses quand même relativement positives, avec une faisabilité technique, même si c'est pas facile. En témoigne, il y a eu des retards assez importants. Il y a eu une mobilisation, ça a été dit aussi, très forte des acteurs locaux, des PME, ETI, avec des vraies retombées locales sur les territoires. Et il y a un rôle majeur, évidemment, des ports. Ça a fonctionné, en tout cas, en France, à Fos-sur-Mer, à Port-la-Nouvelle. Voilà, on sait assembler ces éoliennes, épreuve en est. Voilà, ces 3 projets aujourd'hui sont à l'eau. Sont à l'eau. On s'entend. Ils ne sont pas tombés à l'eau, ils sont à l'eau. Voilà. Et le point que je voulais indiquer, c'est que tout ne s'est pas passé. Voilà, c'est normal, c'est des projets pilotes, on apprend, mais du coup, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et il y a notamment des entreprises dans la supply chain qui nous ont rapporté que elles ont souffert d'un point de vue économique, financier, avec des pertes majeures. Et ça, c'est quelque chose que je pense on doit entendre et qui est avec des pertes significatives. Je ne parle pas de quelques dizaines de milliers d'euros, on est plutôt sur l'échelle du million d'euros, voire plus. Donc nous, on s'est engagé côté aussi Evolen, on a souhaité lancer un travail en tant que aussi fédérateur de cette supply chain, mener un travail de retour d'expérience sur ces 3 projets pilotes pour voir ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, pour que demain, quand on va avoir à passer à l'étape 2 sur ces fermes commerciales, qu'on puisse en tirer les leçons et s'améliorer et éviter de retomber dans les écueils. Voilà. Donc ça, c'est un message que je veux indiquer. Constructif. En 2026, et on sollicitera les différents composantes de la supply chain pour mener ce retour d'expérience à destination des acteurs de la filière. Donc on espère évidemment que tous ces acteurs joueront le jeu.
Question sur les ports français et européens. Peut-être pour Xavier Guilloux, si vous êtes toujours avec nous, Xavier. Est-ce qu'ils sont prêts pour le développement du flottant, qui nécessite beaucoup de foncier, on l'a dit notamment, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire? Merci. Merci pour cette question. Moi, je reviendrai peut-être rapidement sur votre image de la semaine et féliciter le projet Olmed, le Port La Nouvelle et la région Occitanie pour cette étape marquante de l'installation du projet en mer. C'est quand même, on est sur une phase d'apprentissage de très grande envergure, rien qu'en termes de logistique, la préparation de quais lourds, les investissements à moyen terme, des tirants d'eau très importants, des transbordements en mer sur différents et l'usage de différents remorqueurs. Donc c'est déjà une performance logistique sur lesquelles on apprend beaucoup et les ports apprennent également. Comme ça avait été mentionné précédemment, les ports travaillent aussi en réseau. On le voit sur l'éolien posé. Tout est d'échelle gigantesque dans l'éolien en mer et dans le posé, ça sera encore le cas avec les spécificités des flotteurs. Donc de toute façon, il faudra à la fois une logistique près des côtes, une logistique de câblier, une logistique de remorqueurs, logistique de stockage et une industrialisation qui encore se mettre en place pour notamment les pièces majeures type flotteur sur l'éolien flottant. Donc il y a une coordination qui se fait au sein de l'industrie. On sait que Europe a un réseau actif de ports dans l'éolien en mer avec une dimension sud qui se développe également, donc plus orientée sur le flottant. Et puis rappeler que l'Europe est un partenaire, est une base industrielle majeure en termes d'industrie maritime, de très gros opérateurs en Europe capables de mener à bien des projets extrêmement complexes et je dirais en termes de compétitivité, c'est un vrai plus que cet écosystème industriel avec des opérateurs mondiaux capables de développer des projets majeurs. Plusieurs ports européens se spécialisent, vous avez mentionné Brest, vous avez mentionné Port La Nouvelle, également Fos-sur-Mer, d'autres opérateurs le font, notamment en Espagne ou en Europe du Nord, pour anticiper les besoins de volume, aussi bien d'assemblage que de stockage. Mais encore une fois, la direction pour les prises de décision en termes d'investissement, c'est vraiment le calendrier d'appel d'offres, qui soit pas en stop and go, mais qui ait une visibilité pas à 5 ans, mais à 10, 15 ans. On sait qu'on l'a, mais il a besoin, parce que les engagements politiques sont relativement tenus, il peut y avoir des décalages, mais dans l'ensemble, le pipeline de projet, il est absolument immense. Maintenant, il a besoin d'être concrétisé et coordonné également. Ce que nous faisons avec les États membres européens, d'essayer d'avoir une visibilité accrue sur l'ensemble des pipelines d'appel d'offres des principaux États engagés dans l'éolien, justement pour que la filière ait cette visibilité, et y compris la filière portuaire, parce que c'est les ports qui doivent être prêts en premier, donc ils doivent anticiper encore plus que les autres ces investissements lourds. Donc la visibilité sur les appels d'offres est réellement un élément majeur pour investir dans l'étape de commercialisation à plus grande échelle. Oui, donc ça c'est du coup, on rebondit avec Alexio, évidemment en attendant les appels d'offres italiens qui ne sauraient tarder. Donc on avait une question sur personne, bon ça rejoint sur les besoins spécifiques peut-être au niveau portuaire de l'éolien flottant, en matière de génie civil, etc. Ça c'est bien identifié. Est-ce que pour l'Italie, les choses sont vraiment... Vous avez commencé ou est-ce qu'il y a encore une grande marche à accomplir? Vous en êtes où en Italie?
I may say that Alors, les deux ports qui ont été identifiés pour l'offshore, c'est Augusta et ils travaillent, Augusta particulièrement, sont déjà en train de travailler dessus. Ils sont en train de faire des investissements et de la préparation. Par exemple, ils déplacent des containers de certains terminaux à d'autres pour pouvoir faire de la place. Ils ont besoin de renforcer un petit peu le site pour pouvoir accueillir ces flotteurs qui sont très encombrants. Il faut arranger l'espace également sur le quai, sur la jetée, tout ça. Donc, ils sont certainement en train de travailler dessus. Moi, je voudrais revenir sur le fait que ça pourrait être très important pour les ports italiens d'avoir une forme d'alliance d'éoliens en mer qui pourrait, au niveau européen, qui pourrait être une clé du succès. Ça pourrait être très important parce qu'un port tout seul, c'est difficile de gérer la complexité des flotteurs et des grandes fermes éoliennes qu'on pourrait imaginer avoir à l'avenir. Ils n'arriveront pas tout seuls à gérer les besoins, à former des compétences. Je vais vous donner un exemple récent. Dans nos ports, en Italie, on essaie de trouver... on essaie de faire ça tout seul, mais on a besoin de l'expérience des Français, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et pour faire cela, c'est très important de renforcer cette complémentarité. Il faut qu'on travaille avec Wind Europe. Oui, alors la question, c'est effectivement, là, par exemple, en France, les ports français essayent de se rapprocher, on l'a vu notamment sur la façade atlantique, pour avoir ces complémentarités à une échelle assez, entre guillemets, locale. Quel intérêt qu'on ait des complémentarités entre, je ne sais pas, Barcelone, Gênes, Angustia, donc on est en Sicile, Port-la-Nouvelle, Fos. Concrètement, ça paraît loin quand même. J'ai du mal à voir comment ça peut se mettre en place d'un point de vue même concret. Alors, il y a trois aspects pour moi qui sont très importants. Le premier, c'est l'industrialisation de l'éolien flottant. Travailler ensemble pourra donner suite à une standardisation de beaucoup d'éléments de cette logistique complexe, cette industrie complexe. Et ça, c'est important pour soutenir l'industrie européenne à mieux lutter contre la compétition. Le deuxième point, c'est la formation. Les ports ont l'habitude de travailler en mode coopératif, pas seulement pour l'offshore, mais dans d'autres secteurs. On a de très bons exemples à Barcelone qui s'appelle l'école européenne du shipping. C'est basé sur la coopération de différents ports. Nous avons des associations de ports également. Et dernier exemple, je vais vous donner un exemple de financement, par exemple. À ce jour, le mécanisme de financement des ports transeuropéens était financer des ports européens isolés pour développer leur capacité d'éolien flottant, comme ils l'ont fait pour l'Irlande, etc. Ça ne va plus se passer avec le cadre multiannuel, le nouveau cadre multiannuel, du fait qu'il y a de nombreux fonds qui vont être dédiés à d'autres projets. Et on sait lesquels. On sait que le facteur clé sera les projets transfrontaliers. Donc, il va y avoir de plus en plus de projets transfrontaliers en Europe. Donc, si vous voulez avoir de l'argent de l'Europe pour développer des fermes éoliennes, vous devez coopérer avec un autre pays qui n'est pas dans votre pays. Et ça, c'est une autre très bonne raison pour le faire, n'est-ce pas? Oui, je pense que Xavier Guillou sera d'accord avec vous. Moi, je voudrais aborder une question qui est extrêmement sensible. C'est le lien avec la Chine. Et notamment le lien entre l'Italie et la Chine. Mais on pourra parler aussi, là ce sera une question sur j'aimerais bien le regard d'Alexandre Frémaux, de Xavier Guillou, sur donc cet industriel notamment chinois, Mingyuan, qui a conclu des accords aussi bien avec le gouvernement italien pour un projet au large de la Sicile, mais aussi en Écosse, mais aussi en Allemagne. Et donc il y a cette idée, j'y vais un peu avec mes gros sabots, Alexio, d'une Italie notamment, cheval de Troie de la Chine, pour arriver avec des éoliennes donc, qui sont plus puissantes unitairement que les plus grosses éoliennes produites par Vestas ou par Siemens. Donc il y a un avantage concurrentiel aujourd'hui. Et, a priori, si j'ai bien compris, les derniers appels d'offres, on y répond avec ce type de machine.
Vous me direz si je me trompe ou pas. Tout simplement déjà, vous qui êtes là-bas, au cœur même du sujet, avec les industriels locaux, où en est ce projet qui fait beaucoup parler en Europe, mais finalement on a très peu d'informations, le projet Mingan, avec, qui envisageait, ou qui envisage, je ne sais pas comment on doit le dire, une usine de fabrication au cœur de l'Europe, au cœur de la Méditerranée, chez vous. C'est quoi la réalité? For sure, what I learned from Oui, c'est sûr. since a couple of years ago is Ce that que j'ai appris il y a quelques we are années, really c'est que developing si nous développons vraiment les gigawatts que l'on vise en Méditerranée, en flottant, ça va être très difficile pour l'industrie européenne de le gérer. C'est un fait. moving to how to cooperate. Et puis, comment coopérer avec la Chine? Ça aussi, c'est une autre couche de complexité. Ça peut être un exemple, je ne sais pas, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que je ne comprends pas le tout, mais mon opinion personnelle est le suivant. Nous avons appris d'autres secteurs qu'il y a une autre façon peut-être de gérer nos relations avec la Chine. Je parle de l'automobile, bien sûr. Nous savons tous très bien ce qui se passe à l'heure actuelle avec l'industrie automobile et les voitures chinoises. Dans ce cas-ci, il nous faut une approche européenne, une approche de l'Union européenne, In order to, because it's a geopolitical. car c'est un problème géopolitique. Bien sûr, les États membres peuvent faire ce qu'ils veulent et l'Italie a agi comme vous avez dit. Mais il faut quand même être sur le même pied d'égalité. Il faut qu'ils viennent en Europe, employer des Européens, etc., etc. Pas forcément les Chinois d'ailleurs, mais tout le monde. Mais à condition de développer notre industrie. Sinon, c'est une question de choix politique. Et il incombe aux États membres et à l'Union européenne de prendre les bonnes décisions. Merci Alexio. Donc peut-être Xavier Guilloux, le regard de l'Europe. Alors j'ai aussi en tête le NZIA. Est-ce que ça répond à ça ou pas? Votre sentiment, le regard de l'Europe là-dessus, sur ce qui se passe avec notamment ce constructeur chinois? Oui, tout à fait. Là, on parle de marché pour l'instant non concret. Le marché italien, il y a un potentiel technique qui est documenté. On n'est même pas au stade de lancement d'appel d'offres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le marché européen plus mature et qui sont les principaux acteurs sur le sujet. Et ils sont une très large majorité européens avec des spécialisations notamment dans la supply chain en construction de bateaux techniques, d'installation de services et sur lesquels certains opérateurs chinois sont déjà présents. On voit une coopération importante autour effectivement de NZIA. Il y a cette volonté que sur les marchés dans lesquels nous sommes, les marchés en forte croissance majeure pour la transition verte et important pour notre autonomie stratégique, que l'Europe garde un contrôle et un leadership. Il y a aussi des éléments de sécurité pour lesquels les États membres sont pleinement responsables et attentifs. On avait une question là-dessus, d'ailleurs, je me permets de rebondir, c'est l'occasion. La question de la sécurité, donc la personne qui posait la question faisait référence au gazoduc qui a été coupé dans la mer Baltique. Est-ce que l'Europe s'intéresse de près aux risques autour de des grandes centrales éoliennes en mer par rapport à la sécurité en approvisionnement énergétique et à tout ce qui peut en découler? Ou est-ce qu'on se fait peur pour le moment avec ça? Je pense que l'Europe, tout le monde s'intéresse à la sécurité des infrastructures stratégiques majeures. Et c'est pas propre c'est peut-être nouveau dans le secteur éolien parce qu'elles deviennent des infrastructures de grande taille et donc majeures. La surveillance de nos strategic assets est présente, notamment sur la Baltique. Peut-être pour finir le point précédent, on a vu un cas, notamment dans un appel d'offres allemand, où sur intervention
deux critères sécuritaires, il y a eu il y a un vrai travail par rapport à l'éligibilité de composants et de certains éléments des turbines en mer d'origine, en l'occurrence d'opérateurs chinois. Donc c'est aussi un critère de définir dans un critère à la fois prix, sécurité, rapidité, opportunité, quelles sont les bonnes complémentarités et où on pose le curseur. Sachant que le point en termes de sécurité, de cybersécurité est crucial pour ces poteaux posés en mer et qui peuvent avoir différents usages. Voilà, et en termes il y a un certain nombre de coopérations très importantes en termes de sécurité des infrastructures en mer. Il y a eu une stratégie récente de la Commission européenne sur les infrastructures de réseaux sous-marins notamment, avec des coopérations en termes de surveillance, de programmes d'innovation et de recherche en termes de drones, de sécurisation et d'observation. Un vrai sujet en soi pour une table ronde. Notre table ronde l'année prochaine à Energaia. Alexandre Frémaux, peut-être votre regard sur le cas Mingyang en Europe, parce qu'on a parlé du lien avec l'Italie, mais on a bien dit aussi que c'était il y avait des liens avec l'Écosse, des liens avec l'Allemagne. Quel est le regard que porte Wind Europe là-dessus ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais il faut surtout un peu prendre un regard critique sur la situation, avec beaucoup de gros titres, encore une fois, de journaux sur cette situation, avec cette velléité d'acteurs chinois, notamment Mingyang, qui tapent à nos portes, aux portes du marché européen, notamment offshore. Je pense que c'est avant tout très flatteur. D'une certaine manière, ça prouve que le marché éolien européen a un futur, a une vision et a du potentiel, en tout cas à court, moyen, long terme. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il y a eu deux points qui ont été mentionnés par Xavier et par Alexio, sur lesquels je voudrais revenir. C'est Wind Europe est complètement OK avec la compétition, j'ai envie de dire, tant que celle-ci est juste. Et justement, ce que Alexio mentionnait, c'était que les acteurs européens sur le marché européen travaillent et sont en compétition en suivant certaines règles, notamment les règles de l'OCDE. Ces mêmes règles ne sont pas suivies par les acteurs chinois, ce qui leur confère un certain avantage compétitif qui ne serait pas juste s'ils venaient travailler sur notre marché. Par exemple, vous avez un exemple en tête ? Il y a un certain rapport justement de l'OCDE qui mentionnait des subsides par l'État chinois aux acteurs chinois qui rendraient leurs projets bien plus viables et donc, encore une fois, avec un avantage compétitif. La Commission européenne, et Xavier peut peut-être confirmer, mais a depuis 2024 lancé une enquête justement sur ces subsides irréguliers au vu des règles européennes. Dans le cas où un acteur chinois souhaiterait venir s'implémenter en Europe. On attend toujours les résultats de cette enquête, mais en tout cas, elle sera scrutée avec grande attention par nous. Le deuxième point, si vous le permettez, sur lequel je voulais revenir, et qui est également important, et qui fait rebond avec ce que je racontais au tout départ, sur le fait que l'éolien en mer, on est passé d'un stade où c'est un levier, un outil pour atteindre nos objectifs climatiques à un levier de sécurité d'approvisionnement en énergie. Et donc, également, Xavier le mentionnait, on est passé sur un stade où c'est des assets stratégiques et donc à protéger. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des machines qui potentiellement seraient connectées avec un État qui n'est pas forcément aligné avec toutes les positions de l'Union européenne et de l'Europe de manière générale. On a connu dans les années précédentes, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un choc énergétique où on a réalisé qu'on était fortement dépendant d'un point de vue énergétique, notamment gazier, de la Russie et donc d'un État hostile. L'Union européenne a mis en place des mesures pour justement pallier cette dépendance, notamment avec une diversification des apports énergétiques, notamment en gaz. C'est en cours. L'Union européenne a d'ailleurs annoncé la semaine dernière qu'ils se donnaient jusque 2027, il me semble, pour couper tous les approvisionnements en gaz venant de la Russie. C'est une très bonne chose. Maintenant, on n'a pas envie de passer d'une dépendance
énergétique gazière venant de la Russie à une dépendance technologique venant d'un Mais autre État alors après, plus ou moins hostile. Alexandre, le problème peut-être qu'on peut avoir, c'est que, je l'ai dit, donc dans la course au gigantisme et l'éolien en mer amène au gigantisme, et encore plus le flottant. On est vraiment très loin des côtes, on va avoir à chercher vraiment, il y a des coûts d'infrastructure énormes, donc on va essayer de les amortir avec des machines de plus en plus puissantes. Et le catalogue de machines des constructeurs européens qui sont sur l'éolien en mer, il n'y en a pas 50, il y en a 2, et ben, ils ne dépassent pas les 20 mégawatts. Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité des Européens? Vous ne pouvez pas parler à la place des turbiniers, bien évidemment, Alexandre, mais de ne pas répondre à la demande qui émerge là, et on ouvre de fait la porte à ceux qui y répondent, les Chinois. Non, c'est une bonne question. Mais là-dessus, pour y répondre, je vais commencer par dire que l'industrie européenne aujourd'hui délivre suffisamment en termes de capacité pour répondre à l'intégralité de la demande en termes d'installation annuelle. Dans les graphiques que je montrais au tout début de la séquence, je disais que justement, on installait trop peu, qu'aujourd'hui on était à 37 gigawatts d'installés. L'année dernière, on a installé environ 3 gigawatts et cette année, je pense qu'on va installer environ 2 gigawatts à l'échelle du continent entier. On a fait un exercice avec l'industrie en 2025, cette année, pour estimer justement quelle est notre capacité manufacturière annuelle d'installation. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7 à 8 gigawatts d'installation annuelle. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge avant d'atteindre ces leviers. Et en plus de ça, grâce aux investissements qui ont été faits lors des 3 à 4 dernières années, on parle de 14 millions principalement pour l'offshore wind. On va monter en termes de capacité manufacturière à horizon 2030 à 10 gigawatts. Donc, en termes de capacité d'installation, l'industrie européenne se suffit aujourd'hui à elle-même. Donc, c'est la première réponse qu'on apporte à la question de est-ce qu'on a besoin de plus d'acteurs, dont des acteurs chinois. Sur un deuxième point, et c'est votre question, notamment au niveau de la disponibilité des produits. Aujourd'hui, il est vrai que le catalogue de disponibilité des principaux acteurs européens se limite à 15 mégawatts, en tout cas pour le moment. Et c'est là-dessus que je veux insister parce que forcément, les acteurs européens regardent à long terme et voient ce que les développeurs ont besoin en termes de produits. Et là-dessus, je veux mentionner notamment la turbine en test au Danemark de Siemens, qui atteint Une puissance. un taux de 21 mégawatts. Donc là, on s'alignerait avec ce qui est fait en Chine. Cela étant dit, la Chine, et là je prends le cas particulier de Mingyang, n'a pas encore mentionné d'amener des produits au-delà de 18,5 mégawatts, il me semble. Le projet, par exemple, qui a beaucoup fait parler il y a 2 semaines de cela, d'installer une usine en Écosse à Ardésier, c'est pour une turbine de 18 mégawatts. Donc là-dessus, on reste sur des segments similaires avec ce qui se fait déjà aujourd'hui en Europe. Merci à vous. Peut-être on a 5 minutes pour prendre quelques questions au micro dans la salle. Pour ceux qui veulent prendre la parole. Il y avait des questions alors, sur pourquoi aucune entreprise de métallerie française ne s'est positionnée ou a été retenue à Port-la-Nouvelle. Vous comprenez qu'on ne peut pas y répondre sur cette table ronde. J'en suis désolé, par exemple. Mais on peut prendre d'autres questions. Alors j'avais une question sinon, Alexio, sur... mais je ne comprends pas, c'est le FR2, ça vous parle? FER2, peut-être un appel d'offres spécifique, je ne sais pas. La question aussi de savoir s'il existe en Italie ou dans d'autres pays européens une programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce que c'est le même planification sur les pays européens, peut-être déjà pour vous, Alessio, en Italie? There is a sort of, Oui. Faire deux. C'est l'intention politique. Et en effet, ça doit être lié à toutes ces options dont on a parlé tout à l'heure. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il y a des hôtesses qui ont un micro, sinon je viens avec un micro. Soyez pas timides, ou déjà vous avez faim. Simplement au niveau de l'appétit. Une question? Oups. Voilà,
essayer de ne pas casser le matériel tout de suite. Sur de la logistique. Non, c'est pour la logistique du buffet. Oui, pour après ce qui se passe derrière. Voilà. Vous voulez annoncer quelque chose? Il y a une annonce sympathique. Ouais, Oui. Donc, juste dire rapidement pour ceux qui sont inscrits, vous ne m'entendez pas? Si, vous m'entendez, si. C'est le tien qui ne marche pas. Non, juste pour vous dire très rapidement, pour ceux qui sont inscrits après au buffet Windock, tout est prêt et on vous attend juste à l'extérieur. Donc quand vous sortez, vous passez à gauche et tout est fiché avec événement privé ou un truc comme ça. Je ne sais pas, mais vous allez... Side event. Mais voilà, tout est fiché et tout est prêt pour vous accueillir. Ça, c'est une invitation sympathique. Voilà. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais remercier nos intervenants, ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui sont avec nous ici à Montpellier. Merci à vous d'avoir répondu à des questions qui n'étaient pas toujours faciles. Ah, si, Alessio. Et bonne continuation sur Energaia. À très bientôt. Merci à vous.